Bonjour à tous. Notre nouvelle émission Santé Plus est consacrée aux enfants surdoués. Avec nous, Jeanne Siofachin. Vous êtes, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute et vous avez fondé en 2000 Cogitose. Cogitose, c'était le premier centre en France de consultation psychologique intégrative et qui permet aussi de diagnostiquer si son enfant est précoce ou pas. Oui, en sachant que les centres Cogitose, c'est de la psychologie générale. On a aussi cette expertise, mais ce n'est pas le fond de notre métier, qui est la psychologie généraliste, si j'ose ce terme. Et vous connaissez donc tout de même bien les enfants surdoués. Et comment vous diagnostiquez, vous, qu'un enfant a un haut potentiel ? Quelle question! Alors déjà, une première chose très importante, c'est qu'on ne diagnostique pas, car il ne s'agit pas d'une pathologie. Donc quand on parle de haut potentiel, qui est aujourd'hui la terminologie la plus courante pour parler de ces enfants qu'on appelait surdoués, qui ont changé beaucoup de noms en fonction des contextes. On les appelait surdoués, puis on les appelait précoces, intellectuellement précoces pour l'éducation nationale, parce que c'était moins stigmatisant et que c'était plus facile pour les enseignants de pouvoir penser les profils singuliers de ces enfants. Et puis, personnellement, j'ai appelé ces enfants des zèbres, par hasard dans un livre, et c'est devenu quelque chose qui a envahi même le Petit Larousse 2021, puisque c'est rentré dans le Petit Larousse 2021 à mon insu totale. Mais c'est rigolo quand même. Et aujourd'hui, on a plutôt tendance à parler de haut potentiel, qui est une terminologie qui nous vient plutôt de Belgique ou de Suisse d'ailleurs, et encore plus précisément de HPI pour haut potentiel intellectuel, pour le distinguer d'éventuelles autres potentialités qui toucheraient d'autres secteurs du fonctionnement. Donc je reviens à votre question que je n'ai pas oubliée. On ne diagnostique donc pas, puisque c'est un profil de fonctionnement singulier, on identifie, c'est-à-dire qu'on fait des bilans psychologiques les plus complets possibles, c'est-à-dire qu'à la fois on va explorer le fonctionnement intellectuel, le fonctionnement de l'intelligence, ou plus exactement les procédures et les mécanismes qui sous-tendent notre intelligence face à un problème posé, un problème au sens large, comment on mobilise nos ressources intellectuelles pour résoudre le problème posé. Par quel chemin on passe, quels mécanismes on active, quelles ressources on mobilise, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle banalement ce fameux QI, ce quotient intellectuel, c'est-à-dire que ça nous donne une forme de visibilité sur quelle est l'intelligence de cette personne-là. Mais toujours, en tout cas nous dans notre pratique depuis 20 ans et aujourd'hui de plus en plus de psy, et c'est formidable, on explore également la dynamique de personnalité et tout ce qui est la sphère émotionnelle. On ne peut pas aujourd'hui, en 2022, couper quelqu'un entre la tête et le cœur et considérer qu'on aurait d'une part une espèce de machine à penser logique et analytique, et par ailleurs tout ce qui nous fait de chair et d'âme et tout ce qui est notre sphère affective, émotionnelle, comment on perçoit le monde, comment on capte les informations du monde, etc. Donc voilà, donc on fait un bilan qui est d'une certaine façon une carte du territoire d'une personne pour déterminer où sont les puits, parce que les ressources c'est toujours important, où sont les champs en friche, où sont les montagnes qu'il va falloir aller escalader qui sont un peu plus compliquées, où sont les forêts dans lesquelles il va falloir aller passer à la hache, mais où sont aussi les petits sentiers, voire les grands chemins fleuris sur lesquels on va pouvoir aider l'enfant ou l'adulte à déambuler. Voilà comment on comprend ce qu'est une identification d'un profil quel qu'il soit d'ailleurs. Mais alors pourquoi faut-il les aider ? Il y a toujours eu des enfants surdoués depuis la nuit des temps qui sont apparus. Pourquoi ont-ils besoin d'une aide ? Alors, déjà, ce qui est très important, c'est qu'on parle souvent d'une mode. On dit, mais aujourd'hui, ça y est, chaque parent considère qu'il a un enfant surdoué, tous les enfants sont surdoués, etc., etc. Et comme vous le dites avec pertinence, ces enfants-là, ils ont toujours existé. Et ce qu'on peut comprendre aujourd'hui grâce au fait qu'il y a eu beaucoup d'évolutions en psychologie et en psychométrie, c'est que ça correspond à 2,3% de la population. Il y a une courbe de Gauss avec des extrêmes, des pourcentages, des intervalles de confiance.
la moyenne étant arbitrairement, plus on s'éloigne de la moyenne dans un sens ou dans l'autre, on est plus ou moins intelligent, et ça je le dis très caricaturalement, mais en tout cas c'est ça. Il y a toujours eu le même nombre, toujours, enfin la même la population, voilà, proportion. On les a appelés de façon différente. On les appelait les génies, de la même façon que de l'autre côté de la courbe, on les appelait les idiots. Et maintenant, on parle de déficience intellectuelle, voire de retard intellectuel. Et de l'autre côté, on parle de précocité intellectuelle. Alors pourquoi on s'est intéressé à ces enfants-là et à ces adolescents-là? D'abord parce que les neurosciences se sont développées à une vitesse prodigieuse ces 20 dernières années et que de plus en plus, on comprend comment marche le cerveau et que de plus en plus, on s'intéresse à ce qu'on appelle aujourd'hui la neurodiversité. C'est-à-dire qu'il y a encore 20 ans, dès qu'un enfant n'arrivait pas à fonctionner à l'école, on disait de toute façon, il a un poil dans la main, il n'est pas motivé, il est paresseux. Aujourd'hui, on sait diagnostiquer cette fois-ci les dyslexiques, par exemple, et les rééduquer pour pas qu'ils soient à la traîne toute leur vie avec leur dyslexie. On sait diagnostiquer et rééduquer la dyscalculie, les troubles de l'attention. Avant, on disait il est agité, il tient pas en place, insupportable, c'est une pile électrique, calme-toi, concentre-toi, etc. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des troubles neuropsychologiques à minima qui viennent expliquer ces agitations ou ces difficultés de concentration. Donc, par là même, on s'est aussi intéressé à cette population. Pourquoi ? Parce que certains d'entre eux se retrouvaient dans des difficultés paradoxales, en particulier sur le chemin de l'école. Et on disait de ces enfants, mais c'est dingue, cet enfant est archi intelligent, il capte tout, il comprend tout, il va vite, et pourtant, il n'a pas les résultats escomptés. Ou alors, et pourtant, il est toujours en difficulté avec ses copains, il est toujours en train de se disputer, et pourtant, on n'arrive pas à le tenir en place, il est toujours en train de faire autre chose, et pourtant, etc., etc. Et donc, on s'est dit, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis intéressée à cette population. Donc, pourquoi Oui, en fait, moi, c'est complètement par hasard. Moi, j'ai un parcours un peu atypique, parce que j'ai fait autre chose avant de faire de la psychologie. Enfin, j'ai fait psycho quand j'étais petite, mais ça ne m'a plus intéressée du tout. Donc, j'ai fait une autre formation de communication. Je travaillais pendant 15 ans dans la communication. Et au bout de 15 ans, j'ai été rattrapée par des questions de sens en me disant, mais à quoi ça sert de faire tous ces événements pour vendre plus de bagues, plus de bijoux, plus de voitures. Bon, ça m'a paru insensé, au vrai sens du terme, précisément. Et donc, je suis repartie à la fac. Et j'ai poursuivi et complété mes études de psychologie. Et donc, dans cette deuxième tranche, j'ai travaillé tout de suite dans un laboratoire de recherche sur le fonctionnement cognitif à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, avec un professeur de psychiatrie et de psychologie qui est un homme exceptionnel, qui est le professeur Bernard Gibello, et où on recevait en fait des adolescents en difficulté scolaire et en difficulté psychologique. Et moi, à cette époque-là, c'était plutôt la déficience qui m'intéressait. Et à force de faire des bilans et de voir ces enfants, enfin ces ados, avec des scores mirobolants sur les échelles d'intelligence et qui étaient en fracas scolaire et peut-être surtout en fracas psychologique, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et pourquoi ils sont justement en fracas scolaire et psychologique, ces enfants ? Ils peuvent l'être, ils ne le sont pas tous, bien évidemment, et heureusement, ils ne le sont pas tous, mais ils peuvent l'être, et c'est pour ça que c'est important de les connaître pour pouvoir les accompagner. Parce que, pour des tas de raisons, souvent ce sont des enfants qui ont, par exemple, appris à lire ou à écrire très tôt, ils arrivent à la maternelle, ils savent déjà lire, donc ils s'ennuient à mourir dans une maternelle quand vous savez déjà lire, et qu'on vous demande de faire des ronds, des carrés. On peut sauter une classe. Oui, on peut sauter une classe, mais encore faut-il que l'enseignant et l'institution scolaire considère que cet enfant est en avance, parce que souvent ce qu'on va dire, c'est qu'il est immature affectivement. Parce que ce sont des enfants qui raisonnent énormément sur un plan affectif, qui sont très sensibles et très poreux à l'environnement. Donc combien de fois j'ai entendu depuis 30 ans que j'exerce des enseignants dire « mais on ne peut pas le faire sauter une classe, il est immature ». Combien de parents désespérés j'ai vu dans mon bureau avec ces mêmes arguments qui freinaient la progression d'une classe à l'autre. Donc ça peut être ça. Ensuite, ça peut être des enfants qui s'ennuient en classe et qui, du coup, mettent la panique
on va comprendre ces enfants comme des enfants perturbateurs, opposants, et ils vont être affublés de diagnostics divers et variés, et ils vont s'enferrer dans leur... Ils ne sont pas forcément surdoués, ceux-là. Non, mais la question était, pardon... Pourquoi ils sont en échec scolaire? Pourquoi ils peuvent être en échec scolaire? Donc on parle de ceux-là. Ceux qui sont à la fois surdoués, ils s'ennuient, ils perturbent la classe, et puis ils peuvent être insolents aussi avec les enseignants. Parce que quand un enseignant pose une question, qu'il lève la main, qu'il va demander à l'enseignant « Mais pourquoi vous nous parlez de ça alors que justement, moi j'avais lu, et quand vous avez 8 ou 9 ans, pour un enseignant, c'est un peu agaçant en vérité. Donc la réponse de l'enseignant va souvent être Non mais ça de toute façon, tu verras tout ça l'année prochaine, c'est au programme l'année prochaine ». Ces enfants-là, ça les rend dingues. Ou on leur dit « Non, toi je t'interroge pas parce que je sais que tu sais ». Qui est quand même assez violent comme façon de faire. Une fois encore, c'est pas tous les enseignants, hein, je suis obligée de grossir le trait, mais voilà, pour ceux qui sont en difficulté, voilà ce qui peut se passer. Donc on les considère comme impertinents, comme insolents. Au bout d'un moment, ils en ont marre, ils décrochent. Et puis quelquefois, ça va assez bien au primaire, parce que comme ils ont une mémoire très importante, ils absorbent l'info. Et pour faire leur petit contrôle, etc., en primaire, ça fonctionne. Mais dès qu'ils arrivent au secondaire, et en particulier autour de la 4e, où vraiment il faut mettre en jeu toutes les procédures d'apprentissage que les autres apprennent depuis le CP, eux, ils n'ont jamais appris ça. Ils n'ont jamais compris qu'il y avait un truc à apprendre au niveau du savoir-faire scolaire. Et ils peuvent se retrouver en difficulté simplement parce qu'ils ne connaissent pas les techniques scolaires pour pouvoir... Ils vont répondre... Moi, je me souviens, cet enfant de CM2, par exemple, contrôle, que pensez-vous de l'évolution de l'homme? L'enfant a répondu, je pense que c'est bien pour l'homme. On lui pose une question. Mais en fait, le fait qu'il fallait réciter la leçon de l'évolution de l'homme, ça ne lui a pas traversé l'idée. Mais vous imaginez l'enseignant derrière, qui convoque les parents, enfin... Alors, je voudrais juste vous poser une question à ce sujet. Qu'entend-on exactement par surdoué? C'est surdoué qui est très fort en maths ou très fort dans une autre matière, en français? Non. Comment est-ce que vous caractériseriez ça? Alors ça, c'est un consensus scientifique international, c'est-à-dire qu'on considère effectivement comme surdoué un enfant ou un adulte qui a un score sur ces fameuses échelles d'intelligence supérieur ou égal à 130, c'est-à-dire 2 écarts types par rapport à la moyenne générale. Et quand on parle de l'intelligence, on parle, alors je vais caricaturer un peu, mais pas tant que ça, on parle d'un facteur G, petit g, c'est-à-dire de l'intelligence générale. Et l'intelligence, avec l'étymologie latine, c'est interligere, c'est-à-dire c'est faire des liens. Donc dans le fond, être intelligent, c'est faire des liens avec ce qu'on comprend, ce qu'on entend, ce qu'on analyse des informations extérieures, ce dont on se remémore et l'utilisation qu'on fait de ces connaissances enregistrées en mémoire à long terme, ce qu'on ressent de l'environnement, ce qu'on capte. Finalement, l'intelligence, et d'ailleurs on parle ici de la zone la plus aboutie du cerveau humain, qui sont les fonctions exécutives dans le lobe préfrontal, donc sous le front, d'où le mythe des grands fronts d'ailleurs, mais c'est une autre histoire, de fonction exécutive, parce que c'est comme un chef d'orchestre. C'est comme un chef d'orchestre, l'intelligence, qui va faire jouer plutôt les instruments à cordes, le piano, les trombones, etc. Enfin, j'y connais rien en musique, donc je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais dire un flot de bêtises. Mais en fonction de la situation, vous avez plutôt besoin de tel type d'instrument, plutôt besoin d'une symphonie un peu douce, plutôt besoin d'un truc un peu puissant. Ben, c'est ça l'intelligence. L'intelligence gère d'une certaine façon la multiplicité des infos. Mais ça n'est pas le génie. Non, c'est pas le génie, parce que le génie, justement, c'est plus, on va dire, plus un génie en mathématiques, ou un génie d'ailleurs au tennis. Un génie qui va avoir une compétence qui est localisée dans un domaine spécifique. Quand on parle de surdoué, de haut potentiel, de zèbre, de précoce, on évoque l'intelligence générale. Et vous donneriez quoi comme conseil à nos téléspectateurs qui ne vivent pas forcément à côté d'un centre spécialisé pour justement faire le bilan quand ils pensent que leur enfant est précoce, qu'il est zèbre, qu'il est surdoué? Alors déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup de littérature qui existe, et donc c'est important de s'appuyer sur les livres. Pour une fille de libraire, je ne peux pas dire le contraire. Et ça permet de trouver quand même déjà beaucoup d'infos. Et ensuite, ce qui est bien fait en France, c'est que sur tout le territoire français, il existe des associations de parents
avec des fédérations ou des associations régionales. Et donc, il y a toujours une association près de chez vous. Mais à l'étranger, ça peut être plus difficile. Certes, oui, j'en conviens, mais là, je ne sais pas très bien. La problématique est perçue de la même façon dans les pays occidentaux, je crois. Oui, absolument. Alors après, ça dépend, parce que par exemple, aux États-Unis, il y a des programmes spécifiques, mais qui sont un peu particuliers, parce que c'est des programmes pour gifted and talented, c'est-à-dire à la fois surdoués et talentueux. Talentueux, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont également talentueux par rapport au parcours académique, c'est-à-dire par rapport à la scolarité. Donc on prend les surdoués forts à l'école et on les met dans des programmes. Hein. Et aux États-Unis, ils n'ont aucun complexe à faire ça. Alors que nous, en France, on ne fait pas du tout ça. Hein. Et c'est là où ça trouble un peu, par exemple, parce que les études sont, dans la grande majorité des cas, faites sur ces enfants appartenant à ces programmes gifted and talented. Donc ils sont à la fois surdoués et doués à l'école, et on dit « Ah, mais vous voyez, ces enfants-là, ils réussissent très bien à l'école, ils n'ont pas de problème. » Ah ben oui, mais justement, on n'a pas pris les autres. Oui, c'est la sélection. C'est la sélection. Et sinon, concernant les troubles psychiques, est-ce que ça peut être associé, le fait d'être surdoué, zèbre, ou, à d'autres troubles comme l'hyperactivité, vous en parliez tout à l'heure, ou bien certains TOC aussi chez certains enfants? Bien sûr, mais c'est-à-dire que... on peut bien sûr avoir... alors là encore, aux États-Unis, ils parlent de twice exceptional. C'est-à-dire qu'on est à la fois exceptionnel parce qu'on est surdoué, et à la fois donc, exceptionnel dans le sens de différent, atypique, parce qu'on a un trouble 10, donc tout le club des 10, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysphasie, etc., ou qu'on a un trouble de l'attention, ou qu'on a... Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle les troubles d'apprentissage, hein, les troubles neurodéveloppementaux, ou alors on peut aussi avoir des troubles psychologiques, c'est-à-dire de l'anxiété, des TOC, être dépressif, enfin, tout se mélange. D'une façon générale, on considère aujourd'hui que le fait d'avoir ce profil de haut potentiel est plutôt un facteur protecteur. C'est-à-dire le fait d'avoir cette intelligence-là, et on le comprend. Est-ce que tout ça est confirmé par votre expérience? Vous avez dit que vous aviez 20 ans ou plus d'expérience. Est-ce que tous les cas que vous avez vus, enfin la plupart de ces cas, évoluent favorablement, deviennent chefs d'entreprise, ingénieurs, je ne sais quoi, mais c'est ça qui est réussissent dans leur vie ou pas? Alors, d'une façon générale, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire réussir dans la vie? Parce que moi, je vois aussi beaucoup d'adultes qui, sur papier, sur carte de visite, sur profil LinkedIn, ont des parcours impeccables. Et quand on les voit en consultation, derrière, c'est ça. Hein, c'est la différence entre la vitrine et l'arrière-boutique. Oui. Hein, on a tous une vitrine et une arrière-boutique. Et officiellement. Donc, officiellement, la réussite est plus accessible, enfin la réussite académique et donc professionnelle est plus accessible, ce qui est logique. Je veux dire, si vous êtes doué, on parlait du fait que j'étais petite de taille, j'ai beaucoup moins de probabilité de devenir championne olympique de course à pied. Je ne pourrais jamais rivaliser avec quelqu'un ou de basket. Voilà. Donc, on comprend bien que l'intelligence est un facteur de réussite, et ça, toutes les études le montrent. Mais maintenant, il peut y avoir certains biais et certaines vitrines, comme on le disait à l'instant, qui sont trompeuses. Vous parlez du président de la République nouvellement élu. Je ne dirais pas sur ce terrain-là, qui est un terrain un peu compliqué, mais qui peut-être associe plusieurs singularités de fonctionnement. Donc, vous aviez dit tout à l'heure que ces enfants pouvaient être hypersensibles. Et je vous propose de retrouver en vidéo Nathalie Forimaviel, qui est instructeur de méditation pleine conscience et que vous avez d'ailleurs formée. Elle va nous expliquer en quoi consiste la pleine conscience et comment ces enfants donc surdoués ou très intelligents peuvent l'utiliser pour se sentir mieux. La pleine conscience, c'est porter intentionnellement son attention sur le moment présent, sans jugement. En d'autres termes, c'est être présent à ce que je ressens dans mon corps, dans mon cœur, donc mon humeur et mes émotions, et dans ma tête, toutes mes pensées et le mental que je produis sans arrêt. Alors, les séances sont particulièrement efficaces pour rendre les enfants
plus concentrés, plus confiants, plus calmes, et notamment les surdoués ou les hypersensibles. Cependant, ça s'adresse à vraiment tous les enfants. Comment cela se produit? D'abord par l'exercice de la méditation et puis par des prises de conscience. Au fur et à mesure des séances, on fait prendre conscience à l'enfant de son fonctionnement, de ses pensées automatiques, des émotions qui arrivent. Et tous les exercices que nous faisons l'éveillent à son propre fonctionnement et donc lui donnent les moyens de devenir expert de son fonctionnement et de ce qu'il est, et du coup à beaucoup plus être en mesure de réguler ses émotions, de les comprendre, de les appréhender, et du coup d'être moins en réaction et plus en réponse dans son attitude aux autres et avec lui-même aussi. Et tout ça avec beaucoup de bienveillance. Alors si, comme dans certains pays, on n'a pas accès à des instructeurs en méditation de pleine conscience, l'idée pour moi est d'abord de lire des livres. Il y a des livres qui sont très bien, comme le livre d'Eline Snell, La grenouille, calme et attentif comme une grenouille, ou alors ce livre-là que je vous conseille, Tout est là, juste là, de Jeanne Siofachin, qui explique à la fois la méthode que nous employons et aussi un CD avec des méditations qui peuvent servir pour accompagner un enfant. Et puis, par ailleurs, il y a aussi des applis comme Mind, dans lesquelles il y a des programmes spécifiques pour les enfants qui sont très très bien conçus. Jeanne Siofachin, qu'est-ce que vous pensez justement de tous les moyens que vous avez à disposition, vous psychologues, coachs, instructeurs, pour ces enfants qui sont hypersensibles et surdoués? Comment ils peuvent mieux gérer leur sensibilité? On l'a vu, la pleine conscience, mais la méditation pleine conscience, il peut y avoir peut-être d'autres moyens d'être mieux. Alors moi, je suis ravie qu'on parle de méditation de pleine conscience, bien évidemment, parce que finalement, ce sont ces enfants et ces adultes-là qui m'ont amené à m'intéresser à la pleine conscience, parce qu'effectivement, une des grandes particularités, c'était leur difficulté à être centrés, à respirer. Les adultes surdoués en particulier, ils respirent jusque-là, ça descend jamais jusqu'au ventre. Ils sont installés dans les fauteuils de façon très crispée, dans une forme de contrôle, et les enfants aussi. Et souvent, je leur disais, mais posez-vous, respirez, etc. Et puis, j'ai rencontré la pleine conscience, par ailleurs, avec Jon Kabat-Zinn, qui est celui qui a introduit la pleine conscience en Europe, enfin dans le monde et en Europe. Et ça m'a fascinée parce que je me suis dit, voilà probablement une pratique qui peut être d'un apport précieux pour ces enfants, ces ados et ces adultes-là. Et ça s'avère totalement le cas. Et moi qui ai la chance ou la curiosité d'avoir fait beaucoup de formations de psychothérapie de toutes sortes, très sincèrement aujourd'hui, l'apport de la pleine conscience est celui qui est le plus efficace, mais de loin, pour ces enfants, ces ados et ces adultes-là, parce que ça permet de ressentir pleinement ce que l'on vit et d'être moins dans le tourbillon et dans le bouillonnement de la pensée et ou des émotions. Est-ce que l'éducation nationale est sensible à ces questions? De surdoués ? Oui. Alors, j'ai la chance d'avoir fait partie d'une commission ministérielle à l'éducation nationale juste avant le confinement, où on était un certain nombre de cliniciens, de chercheurs, de personnel de l'éducation nationale, et nous avons créé un vadémécum, une espèce de guide, qui est sur le site de l'éducation nationale, pour expliquer qui sont ces enfants-là, comment ils fonctionnent, comment ils peuvent se comporter en classe, comment on doit comprendre leur fonctionnement en classe, et qu'est-ce qu'on peut faire quand on se retrouve avec ces enfants-là à l'école. C'est pas parfait, ça ne marche pas, enfin le site existe et tout va bien, mais c'est pas pour ça que tout est résolu. Il y a aussi un inspecteur d'académie dédié dans toutes les académies de France, spécifiquement pour les élèves à haut potentiel. Certaines familles ne le savent pas, donc ça avance. Moi, par rapport à il y a 30 ans, je vous assure que ça a beaucoup avancé. Mais il y a aussi certains établissements qui ont des classes où il n'y a que des surdoués. Oui, mais ça, on pourrait dire que c'est des écoles c'est comme des stations de gonflage pour les vélos. C'est-à-dire que quand vraiment vous n'arrivez plus à avancer, vous allez dans une école adaptée, on vous rebooste, on vous remobilise pour les apprentissages, vous retrouvez confiance en vous, et à ce moment-là, vous pouvez poursuivre une scolarité. Moi, je crois que la meilleure école pour un enfant, c'est l'école de son quartier.
Donc, écoutez, merci beaucoup, Madame donc Jeanne Siot-Fachin. Donc, merci d'avoir été avec nous et merci Bernard. Merci. Merci à vous deux. D'avoir parlé donc des surdoués et des zèbres, un terme que vous avez inventé. Merci. Merci beaucoup.